Mesdames et messieurs, bonjour. Les déboires de la banque américaine Silicon Valley Bank, SVB, la 19e banque des États-Unis, puis Signature Bank, la 21e banque, mais aussi Silvergate Bank, inquiètent sérieusement les marchés financiers mondiaux suite au repli des principaux indices de Wall Street. En effet, si l'on rajoute l'état d'autres banques systémiques comme le Crédit Suisse, le recul des indices d'autres banques comme la JP Morgan qui a chuté de 5% durant la séance de vendredi 10 mars et le décrochage des bourses européennes ce lundi 13 mars, laisse penser qu'on pourrait assister à une crise financière internationale comme celle des subprimes en 2007-2008 qui avait provoqué une récession mondiale. Alors, la Silicon Valley Bank est spécialisée dans le financement des startups et licorne, un secteur fragilisé depuis quelques mois, à l'image de son marché d'origine, le Nasdaq, et de ses mastodontes comme Meta, qui est la maison mère de Facebook, très malmenée ces derniers mois par les investisseurs. En quelques heures, la capitalisation de SVB est passée de 16 milliards à 6 milliards de dollars. Vu son bilan fragile, la banque a vendu de façon précipitée un portefeuille de créances de plus de 20 milliards de dollars avec une moins-value de près de 2 milliards. Alors, de quoi aussi entamer la confiance que peuvent avoir les actionnaires et déposants en SVP. Silvergate et Signature Bank, deux autres banques de la finance tech également, ayant récemment communiqué sur ces difficultés liées à son exposition, donc à leurs expositions sur les crypto-monnaies dont la bulle a déjà éclaté en 2022. Alors, à l'image de la crise des subprimes en 2007-2008, est-ce actuellement le début d'une perte de confiance généralisée, d'une cascade systémique de faillites bancaires dans le domaine de la high-tech? Alors, pour discuter de ce sujet fondamental et crucial aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir encore une fois M. Abdelrahman Hadj Nasser, ex-gouverneur de la Banque d'Algérie et ex-conseiller économique de feu le président Chedli Benjdid. Monsieur Hadj Nasser, bonjour. Bonjour, Monsieur Loat. Bien. Et merci Alors, pour votre invitation. je vous en prie, c'est nous qui vous remercions. Alors, après cette faillite, j'ai deux citations de deux présidents des États-Unis. Alors, la première, c'est celle de l'ex-président Donald Trump, qui a réagi justement à cette faillite de la Silicon Valley Bank, Signature Bank et Silvergate Bank. Et il dit, compte tenu de ce qui arrive à notre économie, dans le contexte de la proposition d'augmentation d'impôts la plus importante et la plus stupide de l'histoire des États-Unis, Joe Biden devient le Herbert Hoover des temps modernes. Je rappelle que Herbert Hoover était le président des États-Unis lors de la dépression de 29. Alors, et il dit, nous aurons une grande dépression beaucoup plus grande et plus puissante que celle qui a commencé en 1929. La preuve en est que les banques commencent déjà à s'effondrer. Alors, à contrario, il y a la déclaration de Biden qui vient de tomber, de Joe Biden qui vient de tomber, et qui dit que les Américains peuvent avoir confiance dans le fait que le système bancaire est solide après les turbulences donc suscitées par l'écroulement de la banque californienne SVB. Voilà. Alors, ma première question, Monsieur Haj Nasser, êtes-vous d'accord avec Monsieur Trump ou avec Monsieur Joe Biden? Et le monde va-t-il connaître une nouvelle crise capable d'ébranler l'ensemble du système financier et monétaire international? Vous savez, il y a les crises subies et les crises voulues. Et par exemple, la crise de subprime aurait pu être résolue par le régulateur central en limitant, on va dire, en fixant un plafond au taux d'intérêt.
s'il avait fixé un plafond au taux d'intérêt payé par le bas de la classe moyenne américaine qui s'était fortement endettée pour pouvoir acheter des logements, ben, on aurait sauvé le bas de la classe moyenne américaine et puis sauvé les banques, hein, les fameuses banques qu'on a mis en faillite. Or, on a préféré mettre quelques banques en faillite et mettre surtout, on va dire, presque un tiers de la population américaine en situation de précarité, plutôt que les sauver. Donc, il y a une question, pourquoi a-t-on fait ça? Parce que l'objectif de l'ultrafinanciarisation, c'est la concentration, non pas des revenus, mais de moyens financiers colossaux aux mains de quelques opérateurs qui ne sont pas forcément des individus, plutôt que dans de l'enrichissement de la majorité. Et je dirais même plus, il est très important, à l'époque, il était très important d'appauvrir, de précariser la classe ouvrière, la classe travailleuse, pour créer une pression sur la classe moyenne qui, elle, n'était pas précarisée pour qu'elle travaille davantage. Et puis surtout, il était très important dans le cadre de la mondialisation de concentrer des revenus afin de pouvoir intervenir avec des nouvelles armes de la financiarisation dans la conquête du monde. Donc ça, c'est la crise de subprime. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on écrit ni ce qu'on nous dit. Oui, oui. Donc, les crises sont un moment de changement de pouvoir. Après le président Hoover et je dirais après Roosevelt, à l'époque, il y a eu aussi un changement de pouvoir. Roosevelt avait dit, tout simplement, il avait demandé au patron de la mafia financière de l'époque, il avait nommé directeur du Trésor en lui disant, bah, tu dois me trouver une solution. Ce n'est que toi, patron de la mafia, qui peut remettre au pas la mafia qui a mis Vous en parlez de faillite John le pays. Foster Dulles, de John Foster Non, non, Dulles. non, 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 pas du tout. C'était un financier, c'était le père des Kennedy. Les Kennedy sont des gens qui ont une très belle Ah, image, mais le père, c'était le patron de la mafia financière, hein, tout simplement. Donc, il a mis au pas la bourse et toutes les bonnes décisions à l'époque, notamment la séparation de la banque d'investissement de la banque de dépôt, notamment c'était la division des grandes boîtes qui sont venues après, comme ITT, International Telegraph Telecom ou American Telegraph Telecom, c'est ce etc. qu'on appelle C'est-à-dire la lutte contre les monopoles. Oui. Donc, ça a été donc une période de changement de pouvoir, c'est-à-dire où on redistribue le pouvoir, où on le rend un peu plus transparent, en rendant un peu plus transparente, et c'est-à-dire traçable, l'enrichissement des grands. Aujourd'hui, enfin, à l'époque des subprimes, c'était exactement le contraire, puisque c'est venu après une période où, par exemple, Clinton, qui avait été forcé à faire la guerre de Yougoslavie qu'il ne voulait pas, en utilisant le cas de Monica Lewinsky, et qui avait été forcé de refaire une réforme financière qu'il ne voulait pas. Par exemple, on l'a forcé à supprimer la loi qui interdisait le cumul des fonctions des banques d'investissement et des banques de vous dépôt. parlez de la loi Parce qu'il est Glass-Steagall très, Act. la Glass-Steagall Act. Glass-Steagall Act, absolument. Et donc, à l'époque, la vision était claire. Donc, c'était d'une certaine façon repermettre les manipulations de masse. Et dans ce cadre-là, ce qu'on a appelé la crise des subprimes n'était qu'une crise qui permettait la concentration des revenus aux mains de quelques acteurs américains. En plus, tout cela dans le cadre de lutte interne. Donc, on a sacrifié une des banques d'affaires américaines au profit d'autres. Bon, il faut bien comprendre Mais que dans quand vous dites ça, Monsieur Hadj Nasser, est-ce qu'on peut penser que c'est une crise qui a été provoquée? Pas, celle de, pas. celle de 2008 est une crise provoquée. D'accord. Celle d'aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que derrière ce qu'on appelle la guerre de l'Ukraine, qui ne représente aucun intérêt en soi dans l'analyse de la situation actuelle, si on l'analyse sous l'angle militaire. Évidemment, c'est un grand intérêt.
pour, on va dire, vérifier la qualité des armes, la qualité tactique, stratégique des différentes forces en présence, comment les Anglo-Saxons ont conçu cette guerre depuis 2014, comment les Russes réagissent, comment ils ont été piégés, etc. Quelles sont les qualités des armements des uns et des autres. Bon, tout ça, les écoles de guerre vont étudier ça longtemps. Mais ce n'est pas cette guerre qui est importante. La guerre qui est importante aujourd'hui, c'est la guerre de l'énergie, c'est-à-dire le contrôle de l'énergie, la guerre de la Absolument. finance. Est-ce que l'ultra-financiarisation du monde permet de garder le contrôle du monde? La guerre de l'information. Donc nous avons une série de guerres parallèles qui sont menées sous le vocable de la guerre d'Ukraine. Mais rien ne se passe comme prévu. Si dans la guerre de l'information, dans un premier temps, l'Occident a gagné, parce qu'il réussit toujours à essayer de passer pour la force du bien, donc le reste, c'est la force du mal. Mhm. Si dans un premier temps, la capacité financière est apparue comme étant incontournable, de sorte que, alors que la guerre fait rage, nous avons vu les bourses ne pas arrêter de progresser comme s'il n'y avait pas de problème. Donc, cela dans un premier temps. Cela dans un premier temps. Si dans un premier temps, on a pu laisser penser que la guerre était perdue du côté russe, si dans un premier temps, on a pu penser que la guerre de l'énergie allait être perdue du côté russe, on s'est rendu compte tout d'un coup que dans la guerre de l'énergie, ben, de toute façon, les Russes étaient gagnants, que en apparence, les États-Unis s'étaient très très fort enrichis et avaient remis la main sur les fournitures de gaz pour l'Europe et par là même affaibli terriblement l'Europe. C'était donc une victoire assez essentielle, non pas sur le contrôle du commerce mondial de l'énergie, mais sur l'assujettissement de l'Europe aux fournisseurs américains. Mais donc, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'asservissement du monde, il n'y avait que l'asservissement de l'Europe. La question qui se posait, c'est que tout d'un coup, la capacité d'influence des États-Unis n'était plus mondiale. Et donc, cela remettait en cause le privilège même des États-Unis, ce qu'on appelle le privilège exorbitant du dollar, qui n'était lié qu'à sa capacité de nuisance militaire. Les États-Unis perdent toutes les guerres, mais néanmoins, ils détruisent tous les pays aussi, même s'ils finissent par perdre. Et cette capacité de nuisance permettait d'imposer un dollar sans contrepartie réelle. Donc, nous avons eu aussi une autre, quelque chose qui était, je dirais, assez difficile à comprendre dans la logique économique, qui était donc l'accroissement sans fin de la capitalisation boursière du monde, sachant que par ailleurs, quand on est un Oui, économiste, qu'il n'y a pas de base à cette absolument. C'est valorisation. avec une Il n'y a pas déconnexion de base complète. matérielle à cette valorisation. Alors, il y a des explications. Parce que les États-Unis, quand ils se sont préparés à cette phase mondiale depuis très longtemps, qui est la phase de la mondialisation, qui normalement remonte totalement aux États-Unis comme étant le centre du pouvoir, avec comme adjoint la Chine, qui devait être, on va dire, le remplaçant de l'Occident dans le cadre de son aptitude à être l'atelier industriel, mais aussi d'être un sous-capitaliste de qualité. Parce que dans le fond, l'objectif, c'était quand même d'arriver à une espèce d'organisation politique plus proche de la Chine que de la démocratie occidentale, telle que l'ont pensé les Anglais il y a quelques siècles. Tout cela, avec la guerre d'Ukraine, a été remis en cause parce que le reste du monde, d'une part, n'a pas suivi, et parce que D'accord. d'autre part, si vous voulez, l'instrumentation la plus importante des États-Unis, ça a été ces méga-fonds, donc sont BlackRock, Vanguard, etc. On y arrive. Rappelons-nous On y arrive. Rappelons-nous qu'après cette fameuse crise de subprime, il y a eu plusieurs épisodes qu'on a appelé le quantitative easing. Donc, Justement, c'est la question que je voulais vous poser.
Oui. Pour la seconde question, alors, selon les experts donc, qui se sont exprimés déjà sur la question de cette faillite-là, le facteur déclencheur de la faillite de ces trois banques réside dans la hausse successive des taux directeurs opérés par la Réserve fédérale américaine ces dernières semaines pour lutter contre l'inflation. Et à contrario, d'autres, comme vous venez de le souligner vous-même, experts estiment que les causes sont beaucoup plus profondes et structurelles. Et selon eux, ce sont les mêmes causes qui ont mené à la crise de 2007-2008, qui est loin d'avoir été d'être réglée, selon eux, par les différents plans de sauvetage, par l'émission monétaire massive qu'on appelle les quantitative easing ou les assouplissements quantitatifs. Alors, dans ce cas, à votre avis, quel est votre avis d'abord sur la question, entre les deux choses? Et pensez-vous alors dans ce cas que le rapprochement que fait Donald Trump avec la dépression de 1929, qui a mené à la Seconde Guerre mondiale, est justifié? Donald Trump fait de la politique et moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, il est dans des images frappantes pour le public américain et pour Moi, je ne suis pas un électeur américain et Donald Trump en soi ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, ce sont les faits économiques profonds qui ont une signification. Bien que Donald Mhm. Trump a dit des choses intéressantes, quand il a dit nous nous désindustrialisons, nous ne pouvons pas diriger le monde avec des pièces détachées qui viennent de Chine. Il a remis en cause cette idée que la Chine pouvait être une filiale des États-Unis. Donc, évidemment, parce que c'est un vrai homme d'affaires, il comprend la situation. Mais peu importe, ce n'est pas lui qui est intéressant là-dedans. Ce qu'il D'accord. faut comprendre, c'est que les quantitative easing, ce n'est pas une lubie qui est venue du jour au lendemain. Ça avait un objectif, le quantitative easing, et puis ce qu'on a vu à travers la crise du Covid, qui est une crise qui a plusieurs significations, c'est que face à la crise, on a créé, mais des sommes colossales, je veux dire, on a créé là aussi presque dans les 10 000 milliards de dollars à travers le monde, sans aucune contrepartie. Mais est-ce que quelqu'un a vu ces milliers de milliards de dollars sur le marché? Personne. Donc, on les Absolument. a créés dans un objectif, c'est que cet argent sert à créer des institutions de guerre, qui est la guerre économico-financière, qui devait répondre notamment à quelque chose dont a parlé Trump avec beaucoup d'intelligence dans sa simplicité, qui est la désindustrialisation des Occidentaux et particulièrement en fait des Anglo-Saxons. Ce n'est pas le cas de l'Allemagne, ce n'est pas le cas de l'Italie, ce n'est pas le cas du Japon, ni de la Corée du Sud. Mais c'est le cas de l'Angleterre qui n'a plus rien et des États-Unis qui n'ont pas grand-chose comme industrie. Donc, à quoi devait servir cet argent? Donc, on a créé des fonds comme BlackRock, Vanguard, etc., bah, qui devaient tout simplement devenir des fonds vautours, c'est-à-dire comment racheter des entreprises, comment racheter des industries pour les ramener aux États-Unis. Et la guerre d'Ukraine est un facteur d'accélération du transfert d'industrie vers les États-Unis. En fait, la guerre d'Ukraine est un facteur de pillage parce que les États-Unis, aujourd'hui, pour pouvoir vivre, ils ont vécu pendant longtemps par le pillage du monde entier. Le pillage du monde entier, comment? Ben, en imposant le dollar, le monde entier prête de l'argent aux États-Unis. Les États-Unis émettent du papier pour pouvoir vivre que nous achetons et pour lequel nous payons des taux d'intérêt. Mhm. Ça, c'est le génie de la financiarisation mondiale. Mais à partir du moment où tout cela ne tient pas, parce que vous avez tellement émis de monnaie, je vais vous donner un chiffre que vous ne trouverez nulle part, mais qui est une réalité. La dette américaine est de 200 000 milliards de dollars. Or, il n'affiche que 30 000 milliards de dollars, 200 000 Ça, milliards de ça, ça, dollars. ça, Donc, 30 000 milliards de dollars, c'est la dette fédérale, mais ce n'est pas la dette globale. oui, c'est La parce que dette, les États-Unis, il faut additionner même la dette du tout petit américain. absolument, oui. Parce qu'il n'y a qu'un seul dollar, il n'y a pas plusieurs dollars. Bon, peu importe. Donc, c'est une dette qui ne peut pas être remboursée. C'est une dette qui nécessite que les États-Unis soient le gendarme définitif du monde. C'est ça l'objectif de la mondialisation.
c'est qu'on ait tous peur du gendarme et qu'on continue à financer son niveau de vie. Donc, la guerre d'Ukraine, c'est une réaction aussi face à la difficulté d'accepter un monde multipolaire et la difficulté d'accepter que la Chine ne soit pas un atelier, mais soit un concurrent et peut-être même le futur dirigeant du monde. Mhm. Donc, comment accélérer d'une certaine façon un retour en arrière, c'est-à-dire comment, par la financiarisation, accélérer la réindustrialisation, par le pillage. Donc, comment faire le pillage? Eh ben, on s'attaque aux seuls pays qui sont des pays dangereux pour les États-Unis dans le monde occidental, c'est-à-dire l'Allemagne et le Japon. L'Allemagne en la coupant de son allié naturel qui est la Russie, et le Japon en le coupant de son interland, si l'on veut, c'est-à-dire d'une certaine façon le continent asiatique. Mhm. Ça a été très loin. Hein. On a vu la disparition de M. Abe, l'ancien Premier ministre nationaliste japonais. Enfin, ça a été très violent. On a interdit, et encore récemment, je pense il y a quelques jours, on a détruit le premier prototype d'un avion Mitsubishi. C'est-à-dire que le Japon ne doit pas être autonome sur le plan militaire. Il se réarme, mais comme, on va dire, comme armée de base, pas comme armée sophistiquée. On sait très bien que le Japon est un pays du seuil, qu'il pourrait absolument tout produire avec une très Absolument, oui. grande technologie. Et le Japon est un pays puissant parce qu'il a une dette énorme, mais c'est une dette interne, ce n'est pas une dette externe. C'est-à-dire, vous savez, quand vous vous endettez en interne, en fait, vous avez remboursé au moment même où vous avez emprunté. Donc, il n'a pas de problème de déséquilibre le Japon. Bon, bref. Donc, les États-Unis, en créant la guerre à l'Allemagne, pour éviter que l'Allemagne et la Russie ne deviennent une puissance continentale qui contrebalancerait la puissance chinoise d'une part et la puissance anglo-saxonne d'autre part, visait aussi à piller l'Allemagne parce qu'il faut bien qu'il pille. Or, quelles sont les richesses encore disponibles à la mesure de l'appétit américain? Ben, l'Allemagne et le Japon. Il n'y a plus beaucoup de grandes richesses disponibles. L'Afrique, etc., tout ça, c'est des matières premières. L'Allemagne, c'est des milliers de milliards de D'accord, dollars. Ce n'est c'est pas la clair. même chose. Et puis c'est une technologie que les Américains n'ont pas. Donc, on a bien vu à travers la crise du gaz qu'on leur a dit, bah, si vous venez aux États-Unis, vous aurez droit au gaz au même titre que les Américains, c'est-à-dire pas cher. Mais si vous restez en Allemagne, bah, vous ne pourrez plus exporter. Et on a vu les Allemands faire des discours sur il faut se délocaliser aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, hein, mais peu importe. Vous voyez, ça, c'était un des objectifs de la guerre. Et notamment l'ultra-financiarisation, donc les BlackRock, les Vanguard, qui sont, je veux dire, je vous rappelle que le total de ces grands instruments, ça n'a plus rien à voir avec la période des Goldman Sachs. Goldman Sachs, c'est 150 milliards, c'est arrivé à Ouais. 180 milliards de dollars. Là, il s'agit de C'est des 50 milliers, 000 c'est des... milliards de dollars. Ouais, ouais. Donc, c'est une armée qui n'a personne en face. Ça, c'est une erreur monumentale. Parce qu'en face, il y a des projets. Les projets en face, les projets notamment de ce qu'on appelle les BRICS, c'est un projet, bien sûr, de multipolarisation, Mhm. c'est-à-dire de mettre les bases d'un nouvel équilibre du monde. Mais un nouvel Avant, équilibre du monde signifie, avant de passer allez-y, à ça, parce que signifie, j'ai prévu une question sur ça, j'aimerais bien qu'on termine sur la question des États-Unis et des banques, parce que pour la troisième question, il y a la Réserve fédérale, donc se dit prête à faire face à toute pression de liquidité qui pourrait survenir. Et elle annonce un financement supplémentaire qui sera mis à disposition par le biais de la création d'un nouveau programme de financement à terme bancaire qu'elle surnomme BTFP. l'Occident est perdu. Donc, La Réserve fédérale, la Réserve donc fédérale elle émet des signes justement, contre. je voulais vous poser la question, est-ce que cet instrument-là qu'elle le propose, est-ce que ce n'est pas une autre forme de juste un peu masqué d'un énième quantitative easing? Ils ne peuvent pas, d'un côté, par nécessité anti-inflationniste, augmenter les taux d'intérêt pour rétablir la confiance
dans les bons du Trésor. Aujourd'hui, un des problèmes, on va dire, des banques primaires ou des banques commerciales américaines, c'est que les citoyens américains retirent leur argent des banques pour le placer en bons du Trésor. Parce que Hmm. les taux d'intérêt ont augmenté. Et puis parce qu'on n'imagine pas la faillite d'un État. Normalement, un État n'est jamais faillible, hein. Bon. Et donc, effectivement, les banques sont sans liquidité. Or, cela n'a pu se faire que parce que la Réserve fédérale a augmenté les taux d'intérêt. Alors, elle augmente les taux d'intérêt, elle attire la masse de l'épargne et en même temps, elle va faire du quantitative easing pour sauver les banques. Bon, je veux bien, je veux dire, c'est des opérations un peu stupides, de court terme, etc. Mais il y a toujours un objectif derrière les crises. Or, l'objectif actuel, c'est de sauver la centralité de la mondialisation et d'essayer d'interdire la multipolarité. Ou en tous les cas, d'arriver à la future table de négociation en position de force. Mais il y a trop aujourd'hui d'éléments contradictoires dans la politique américaine pour que les États-Unis puissent s'asseoir dans un nouveau Yalta qui est infiniment plus complexe que le Yalta de la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il s'agira de parler pas uniquement d'armement, mais des nouvelles formes, on va dire, d'armement, Absolument. notamment financière, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, il y avait que les États-Unis qui avaient de l'argent. Ce n'était pas Les le cas de moyens de la la guerre Russie. hybride, comme on l'appelle, les guerres de... Les moyens des guerres, absolument, les moyens des guerres aujourd'hui, des guerres à millefeuilles, des guerres hybrides. Donc, il y a trop d'éléments contradictoires dans la politique américaine parce que justement, rien ne s'est passé comme prévu depuis la guerre d'Ukraine. Puisque le rouble, au lieu de s'effondrer, ben, il va beaucoup mieux. Parce que quand on analyse la réalité de l'économie russe, ben, dans le fond, elle est quasiment plus puissante que l'économie américaine. Parce que la capacité de réaction de la Chine, tant que les effets du vieillissement de la population n'ont pas eu leurs effets, on va dire, négatifs, hein, et encore d'ici là, la robotisation aura beaucoup progressé. Donc nous sommes dans une période où on va dire les concurrents dans la gestion du monde des États-Unis sont apparus beaucoup plus puissants que ne le sont les États-Unis. Donc, effectivement, pour eux, l'accélération de la chute de l'Europe pour qu'elle ne s'associe pas à la Russie est devenue une urgence, alors que c'est une erreur. Dans le fond, il eût mieux valu, il eût mieux valu négocier avec la Russie une bonne coopération avec l'Europe pour contrer la Chine que de renforcer la Chine par une bonne coopération entre les Russes et les Chinois. Mais ça, de mon point de vue, c'est une erreur stratégique militaire, c'est une erreur stratégique économico-financière qui est énorme. D'autant que, qu'est-ce qui précipite ces éléments contradictoires chez les Américains? C'est que les prémices on va dire, de la réflexion économico-financière chez les BRICS sont quand même de mettre en place des monnaies. On n'est pas d'accord là-dessus, bien évidemment. Et il y a ceux qui, comme les Russes, préfèrent des monnaies basées sur, on va dire, sur la production de matières premières et la production industrielle pure. Il y a ceux qui, comme les Chinois, sont dans une vision un peu plus hybride, où il y a la production matérielle, mais aussi à la capacité financière, évidemment. Nous n'avons pas affaire au même centre d'intérêt. Néanmoins, il y a un débat entre des économies dites BRICS qui veulent construire le monde sur la base de formes de production réelles et un ancien monde américain qui veut maintenir une capacité d'intervention sur une base de violence militaire et non pas de capacité industrielle ou de capacité Mais, financière mais basée. mais dans cette configuration, Monsieur Haj Nassar, comme une dernière question pour cette première partie de notre entretien, est-ce que si cette crise arrive, la vague arrive en Europe, et nous la voyons déjà, il y a les bourses européennes ont complètement chuté toutes, et il y a les
plus grandes banques aussi comme BNP Paribas, comme d'autres dont les indices se sont écroulés. Est-ce que ça serait le coup de grâce à l'Union européenne si la chose se Bah, complique? écoutez, moi, honnêtement, soit l'Europe, disons que soit l'Allemagne se rebelle et décide de rester une puissance, c'est-à-dire d'accepter son rôle de quatrième Reich, hein, enfin ce qui était son projet. Hein. Reich n'est pas nécessairement négatif, hein, ce n'est pas Hitler Reich, hein, d'accord. Hmm. Si l'Allemagne, consciente de ses intérêts grâce à la pression des industriels allemands, et qui renoue petit à petit avec la Russie, euh, au-delà de l'affaire de Nord Stream, etc., ben, l'Europe ne disparaîtra pas. Et c'est intéressant pour eux et pour les Russes par rapport à la puissance de la Chine. La Chine, c'est quand même beaucoup plus puissant que les Américains potentiellement. On oublie. Mhm. C'est quand la Chine sera très très faible, il y aura 600 millions d'habitants, tous très très bien éduqués, très disciplinés, très productifs. Donc pour faire face et pour éviter qu'on tombe dans un nouveau monde unipolaire, il faut qu'il y ait des puissances à côté. Si les États-Unis ne sont pas capables de se sauver parce qu'ils ont tellement cru à leur hyperpuissance qu'ils ont perdu, c'est ce qui est arrivé aux Anglais. Le thatcherisme, c'était quoi? C'était, ben, on n'a pas besoin de construire des voitures, on n'a pas besoin de produire ceci, on n'a pas besoin de produire cela, parce que nous contrôlons la City. Et d'ailleurs, même les États-Unis ne sont jamais arrivés à contrôler la City. C'était le centre du Mhm. monde financier. Donc, si on contrôle la bourse, ben, on contrôle le reste du monde. Ben oui, mais il y a un moment où le citoyen lambda, il a besoin d'une voiture et de l'électricité et non pas de moyens financiers parce que les moyens financiers n'ont de valeur que tant que vous leur faites confiance. C'est sûr, Ce c'est du qu'émet une papier. banque centrale, ce n'est pas du papier, la seule monnaie qu'elle émet, c'est de la confiance. Mhm. Or, l'erreur américaine, l'erreur anglaise, ça a été justement de remettre en cause leurs propres droits. Quand vous remettez en cause le droit sur lequel vous reposez, vous, par exemple le droit de propriété, la preuve, je veux dire, en France, il y a eu un problème pétrolier avec la Guinée-Bissau. Ben on s'est attaqué, malgré le droit, au fils du président de la Guinée-Bissau. On lui a retiré ses moyens. Or, si la France voulait vraiment se battre contre la corruption, bah, d'abord, c'est un pays de recel. C'est un pays qui recèle, oui ou non? C'est-à-dire Absolument. qui accepte de l'argent volé, notamment des Algériens ou des Marocains, ou peu importe, ou de Oh, n'importe quel ouais. pays, et toute l'Afrique francophone. Je veux dire, à ce moment-là, ils auraient adopté des démarches anti-recel générales. Et la loi existe. Or, ils ne l'appliquent pas. Maintenant, si on prend l'Angleterre qui remet en cause, surtout l'Angleterre, qui est à la base même de l'habeas corpus, oui, c'est ça, l'habeas corpus, etc., et cette espèce de modus vivendi sur le fait que le droit de propriété, on ne touche pas, ben, de quel droit ils ont remis en cause la possession des Russes ou même d'oligarques? Il a un titre de propriété, de quel droit? Mais à partir du moment où vous le remettez en cause, et le citoyen lambda, en Argentine et n'importe où, se dit, mais moi, je peux même plus voler, honnêtement. Où je vais mettre mon argent? Quant à celui qui est Absolument. très honnête et qui a toute sa vie travaillé et qui a mis un peu d'épargne, mais pourquoi va-t-il croire dans ces pays? D'accord. Vous voyez, Bah, ils ont créé une situation de perte de confiance. alors, depuis le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, l'Organisation du commerce international, donc centrée sur la devise américaine, comme vous l'avez noté durant la première partie, à juste titre, la logistique de production et de transport des biens commerciaux, le réseau bancaire mondial, de messagerie SWIFT, duquel des pays comme la Russie et l'Iran ont été exclus. Donc, le tout se fragmente en plusieurs autres circuits pour la commercialisation des produits énergétiques comme le pétrole, le gaz, à l'industrie aussi, européenne en particulier. Alors, les BRICS
et d'autres pays comme l'Arabie saoudite, l'Égypte, l'Algérie et d'autres pays d'Asie du Sud-Est semblent opter pour d'autres monnaies de paiement comme le rouble et autres devises nationales, ainsi que l'idée de la création d'une monnaie commune. Alors, ma première question, c'est que après la Chine, la Turquie et la Russie, l'Iran a déclaré la semaine dernière que ses exportations vers l'Afrique avaient doublé en un an. À cet égard, donc, Téhéran propose aux pays africains de créer une banque commune pour promouvoir le commerce en monnaie locale. Alors, à votre avis, cette proposition est-elle réaliste? Et étant donné l'écart des économies de la majorité des pays africains, notamment ceux de la zone du franc CFA? Bon, moi, je ne conçois pas le monde comme étant le remplacement d'un pilleur par un autre pilleur. Ça, Mhm. ce n'est pas possible. Mais l'économie, elle est ce qu'elle est. Les finances aussi, et puis la nature de l'être humain. L'être humain est, malheureusement, c'est de l'éthologie, hein, c'est-à-dire qu'on essaie toujours d'agrandir son territoire au détriment des autres. Et le monde entier conçoit l'Afrique comme étant peuplé par des gens incapables de se gérer. Et donc, très, très riches, très, très, très riches, et donc aptes à être pillés. On est véritablement dans ce que Malek Ben Nabi a appelé la colonisabilité. Et puis, on est aussi dans Peau noir et masque blanc de notre ami, de notre Algérien, Guadeloupéen algérien, Frantz Fanon. Ce n'est pas franchement positif pour l'avenir, tout ça. Ce n'est pas positif. Il n'y a pas de place pour de multiples visions bancaires, comme ça. Je veux dire, l'avantage de la période anglo-saxonne, c'est qu'elle a duré 4 siècles. Et ils avaient les anglo-saxons, les Anglais particulièrement, et la City, donc la City a dirigé le monde pendant près de 4 siècles, elle avait une vision. La City, les Rothschild avaient une vision du monde qui était très, très cohérente. Et ils avaient une capacité de se projeter dans l'avenir qui est très, très forte. Aujourd'hui, on voit des réactions, on ne voit pas une capacité de projection. Ce sont des choses différentes. Par réaction, on dit, ah oui, je vais faire une banque, ah oui, je vais créer un fonds. C'est ridicule, quoi. On ne copie pas des méthodes anciennes, périmées. Ceci, d'une part, qu'il s'agisse de l'Iran ou de l'Algérie qui vient d'être en place un fonds. Je veux dire, en plus, encore faut-il qu'il y ait des choses à vendre. Hein. On vend quoi? Si c'est pour vendre des biens industriels américains occidentaux déguisés ou des biens chinois déguisés, tout ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, vous voyez, il n'y a pas eu de réflexion. Il n'y a pas eu de réflexion là-dessus. Par ailleurs, la monnaie est un instrument de souveraineté. On ne crée pas une monnaie si on n'a pas une vision économique. Tous les pays ont une monnaie, mais est-ce que ce sont des monnaies, des monnaies de souveraineté? Non, ce sont des unités de compte. Ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, c'est tellement des unités de compte qu'elles subissent un ajustement. Elles ne font pas partie de l'ajustement monétaire international, elles ne font pas partie de l'équilibre des pouvoirs dans le monde. Donc, vous prenez des monnaies qui ont l'air puissantes, que sont les monnaies, par exemple, des pays du Golfe, mais c'est la valeur du pétrole, ce n'est pas la valeur de la monnaie. La monnaie, c'est la valeur d'un pays, ce n'est pas la même chose. Ce que vaut un pays et ce que vaut sa rente pour le moment. Bien sûr, il y a beaucoup plus grave que les pays du Golfe, que sont certains pays africains, et nous prenons le cas du franc CFA. Le franc CFA, c'est incroyable, je veux dire. Euh, c'est le minimum que de frapper monnaie quand on est un pays indépendant. On a interdit à ces pays de frapper monnaie et on leur a même enlevé leurs réserves. Mhm. C'est tellement grave qu'un pays comme le Mali, connu depuis l'Antiquité, par exemple, si on prend l'Algérie, je veux dire, toute l'occupation du Sahel a été faite par les Algériens. On les appelle Algériens aujourd'hui, mais à l'époque, on va dire par la Confédération des tribus zénètes, juste pour monopoliser la route de l'or du Mali. Le Soudan, à l'époque, on appelait ça le Soudan ou l'Empire du Mali.
Or, au Mali, vous n'avez pas de réserve d'or. C'est quand même un des pays producteurs d'or. Il l'est toujours. Le Mali, Oui. le Burkina Faso, le Bénin, le Ghana, Le Tchad. les Ashanti, enfin, je veux dire, qui à l'époque, avaient des monnaies en or, qui aujourd'hui ont une monnaie de singe qui s'appelle franc CFA. Absolument. Alors évidemment, la réponse facile, c'est de dire c'est de la faute à la France. Oui, bien sûr, la France a organisé un pillage, comme les États-Unis sont en train d'organiser un pillage, notamment le pillage de l'Allemagne, c'est-à-dire que même des pays très puissants peuvent être pillés. C'est vrai, ils organisent toutes sortes de pillages, des matières premières, mais aussi des hommes. On paye la richesse. La France prend les meilleurs médecins, les meilleurs informaticiens. Tout le monde sait qu'en Algérie, nous avons donné 16 000 médecins à la France. C'est incroyable. Avant, ils envoyaient des coopérants techniques qu'on payait très cher. Maintenant, nous payons pour leur donner des coopérants techniques qui ne nous rapportent rien et qui nous coûtent beaucoup. Donc, effectivement, l'impérialisme fait son travail et le sous-impérialisme fait son travail. La question essentielle, est-ce que nous faisons notre travail? Le problème, c'est pas de dire j'enlève le franc CFA. Le problème est, encore une fois, qu'est-ce que j'ai comme projet de gouvernance? Qu'ai-je comme projet économique? Qu'ai-je comme projet industriel, etc. Et en fonction de ça, quelle est la monnaie qui me permettra demain d'asseoir cette souveraineté? Donc, c'est une réflexion sur la notion de souveraineté et de gouvernance. Alors, c'est un problème qui est très difficile à résoudre parce que nous avons, pour faire cette révolution dans nos pays, nous avons deux points d'appui. Il faut juste se rappeler qu'il n'y aurait jamais eu de révolution française sans le point d'appui anglais, parce que les Anglais avaient besoin du développement d'une bourgeoisie en France pour accroître leur capacité à s'étendre dans le continent. Nous, on pense que les Anglais et les Français ne s'aiment pas. C'est vrai, mais l'argent, lui, il s'aime très, très bien. Et donc, il sait très bien comment semer sa logique à lui, à travers le continent. D'ailleurs, Donc, même actuellement, les plus grandes fortunes françaises, que ce soit dans le domaine bancaire ou industriel, elles sont cotées à la City. bah, Elles ont des... évidemment, mais toutes les révolutions, la révolution russe, mais sans l'Allemagne, elle n'aurait pas eu lieu. Donc, on a toujours besoin d'un point d'appui à l'étranger pour permettre à l'effet de levier de s'effectuer. Le problème pour nous de cette nouvelle gouvernance, c'est est-ce que les BRICS vont servir de point d'appui, disons, pour simplifier, est-ce que dans cette étape, la Russie et ou la Chine vont servir de point d'appui pour changer le mode de gouvernance dans nos pays, comme le mode de gouvernance en Europe a changé petit à petit grâce à l'Angleterre puis à l'Allemagne, ou les BRICS vont-ils être un ratage parce que tout simplement, ça va être une nouvelle forme de pillage sous d'autres noms. Oui, c'est une question essentielle sur l'intérêt des BRICS. Nous avons affaire aujourd'hui dans les BRICS à des cultures très différentes, à des cultures non seulement historiques, mais aussi à des cultures économico-financières très différentes. Nous savons que l'ex-URSS l'a montré, mais aussi la Russie, qu'il y a une capacité de gestion patrimoniale multiculturelle chez les Russes. Il peut y avoir des guerres contre les musulmans, ou contre ceci, ou contre cela, mais tout compte fait, c'est pas très raciste tout ça. C'est des guerres de territoire et de gestion de territoire, beaucoup plus que des guerres culturelles. Il y a une coexistence qui est très très forte, ce qui signifie que le mépris n'est pas énorme. Il y a des équilibres. En Chine, nous avons affaire à une autre culture, qui est une culture de la domination par l'argent et par le commerce, mais de domination, pas de partage. Il n'y a pas de partage. Vous voyez, quand vous reprenez l'ancienne URSS, vous voyez que dans le fond, l'industrie a été partagée, que les écoles ont été partagées, même si le partage n'est pas toujours égal, mais il y a eu partage. Ce n'est pas le cas de la Chine. Il n'y a pas partage, il y a domination. Ce n'est pas la même chose. Et En dans Chine, le il y a de la cadre là nation.
de ce projet de la route de la soie, les nouvelles routes de la soie. Est-ce que ce n'est pas un Oui, partage, ça? non, pas du tout. C'est un projet de domination commerciale, c'est-à-dire je produis, je vends. Et sur la route, je construis des infrastructures qui me servent à vous endetter, parce que c'est moi qui les construis, mais je vous le mets comme sous forme de dette. En contrepartie de quoi, pour pouvoir me faire rembourser mon propre investissement, je vais prendre des matières premières que je vais ramener chez moi, que je vais transformer et que je vais vous vendre. Je veux dire, c'est un projet impérial, banal, quoi. Je veux dire, c'est un projet impérial. Ce n'est pas un projet de transformation des rapports Mhm. économiques internationaux. Donc, si les BRICS ne servent pas à dire non, nous avons besoin de pays euh, équilibrés, plus équilibrés, ben, ça ne servira pas à grand-chose. Vous voyez, donc, sur ce plan-là, cette réflexion n'a jamais été élaborée, ni en Chine, ni en Russie. La Russie l'a élaborée dans le cadre de sa révolution à l'intérieur de l'ex-URSS. Elle ne l'a pas élaborée à l'extérieur. Donc ça, Mhm. c'est un effort à faire. Il y a un grand économiste, Glaciev, etc., qui, à mon avis, a Oui, les oui. compétences de réfléchir à des choses comme ça. Mais nous aussi, nous devons réfléchir. Parce que, vous voyez, par exemple, l'Union africaine existe, ils ont créé une zone de libre-échange, etc. Mais la zone de libre-échange, c'est la croyance dans la magie, comme si le libre-échange permettait le développement. Mais le libre-échange, c'est une invention anglaise pour permettre justement d'exporter des produits et transformés, d'importer des matières premières. Mhm. Ça n'existe pas, le libre-échange. Même la théorie d'Adam Smith, qui est la main invisible, bah, pourquoi on parle de la main invisible? C'est parce qu'on n'a pas d'explication sur le mode fonctionnement ou justement parce qu'on veut cacher le fait qu'il y a un régulateur. Chez les Anglais, le régulateur derrière la bourse, c'est la City. La City, pour simplifier, c'est Rothschild. Je simplifie, hein, bien sûr. Mhm. Donc nous devons, nous, en tant que pays qui voulons accéder à d'autres formes d'organisation, réfléchir, par exemple, moi je ne vois pas pourquoi on n'adopterait pas une loi internationale, une loi en tous les cas africaine contraignante, c'est que je ne peux pas exporter de matières premières, ou alors je ne peux exporter que la moitié, et l'autre moitié doit être transformée sur place avec des règles simples. Par exemple, le partage de la valeur. C'est-à-dire, je veux qu'à chaque fois que soit créée une unité monétaire de valeur en D'accord. Chine, je crée la même unité de valeur Justement, je voulais monétaire vous poser en une Éthiopie. question sur ça. Euh, il y a il y a un économiste russe qui s'appelle Andrei Godraevtsev. Il est expert de l'Afrique subsaharienne et il estime que la création de la banque que propose l'Iran peut augmenter de manière significative le volume des échanges entre l'Iran et les pays du continent à long terme. Mais moi, je voudrais encore pousser un peu. On peut écouter une partie de son intervention. Et, mais je voudrais quand même pousser un peu la réflexion un peu loin dans la lignée de ce que vous voulez dire. En août, les BRICS vont discuter de la création d'une monnaie commune. Et lors de leur prochain sommet en Afrique du Sud. Alors, à partir de ce que vous venez de dire, si l'on tire les enseignements du fonctionnement actuel de la zone euro, à cause des problèmes donc de disparité des structures économiques des pays du Sud, comme la Grèce, l'Espagne et l'Italie, par rapport à celles du Nord, l'Allemagne et les pays scandinaves, on peut penser que cette entreprise ne sera pas quand même de tout repos. Et qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je pense qu'une monnaie commune est toujours la monnaie de celui qui est le plus fort dans cette communauté. Donc, ça, moi, je crois pas beaucoup. Hein, je crois pas beaucoup. Pas une monnaie unique, hein, une monnaie commune, Non, 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 c'est-à-dire que non, les non. Vous pays savez, vont garder leur monnaie. il y a eu déjà à l'époque de l'Union européenne, il y a eu l'expérience du serpent monétaire européen, qui était un peu plus intéressant, parce qu'il permettait, à l'intérieur d'un certain cadre, l'ajustement des monnaies entre elles, mais sans trop d'écart. Et c'était beaucoup plus stimulant que la monnaie unique. Mhm. Mais encore une fois, la monnaie est un instrument de souveraineté. Ce n'est pas une unité de compte seulement. Donc la question
La question de cette réflexion est liée à ce que j'essayais de dire tout à l'heure, à la question de quelle est la géographie de la valeur. Comprenez? Le Mhm. problème, ce n'est pas grâce à une banque iranienne de multiplier le niveau des échanges. Quel est l'intérêt de multiplier le niveau des échanges si je vends 2 fois plus de minerais? C'est de quoi l'intérêt? Ça va enrichir toujours les mêmes voleurs. Par contre, si je transforme le minerai chez moi et que je le transforme avec beaucoup de valeur ajoutée et qu'en échange, je puisse obtenir de l'Iran ce que je ne sais pas produire moi, c'est intéressant parce qu'on échange de la valeur. Mhm. Si j'échange des matières premières contre des matières transformées, je n'échange pas de la valeur. Je participe à mon pillage. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si les BRICS doivent signifier un changement de paradigme, je n'aime pas ce type de mot, mais un changement de mode organisationnel mondial par rapport au système anglo-saxon, c'est bien à ça qu'il faut réfléchir. C'est que dorénavant, il faut s'interdire des échanges de produits de base contre produits transformés. Ce n'est pas possible, ça. Ça ne doit pas pouvoir continuer. Si les Iraniens veulent échanger en Afrique, ben, ils doivent venir industrialiser et transformer en Afrique et non pas Donc, prendre de la matière première. Monsieur Haj Nasser, pour vous, la ZLECAf, c'est-à-dire la zone de libre-échange africain, continentale africaine, dans sa version actuelle, telle qu'elle est faite actuellement, ne va pas vraiment contribuer au développement des pays africains, comme elle Non, est calquée juste. pour moi c'est une réflexion magique. Vous comprenez? On a des formules creuses comme ça et on pense qu'elles vont avoir des effets positifs juste parce qu'on les a énoncées. C'est pas parce que je fais du libre-échange que le développement va se fixer. Ce n'est pas vrai, ça. Absolument. Ce n'est pas vrai. Pour que le développement se fixe, ben, il faut régler le problème de la corruption. Vous savez, parce que la corruption mène à la soumission et la soumission mène à la trahison. Dès qu'il y a corruption, vous êtes traître à votre pays. Ça c'est pas la peine, je veux dire, d'essayer de trouver des formules et dire mais non, ce n'est qu'un échange. Pas du tout. Vous êtes corrompu, vous êtes un traître à votre pays. Donc vous n'allez pas permettre à votre pays de se développer. Ce n'est pas jouable, ça. Donc il faut régler les problèmes de gouvernance clés. C'est pour ça que nous devons être aidés par les pays BRICS, notamment par la Chine, ben justement en s'interdisant la corruption, en s'interdisant ces pratiques commerciales. Aujourd'hui, si vous n'arrivez plus, par exemple, à commercer avec l'Europe à cause justement de certains critères, notamment qui interdisent de détourner plus de X%, ben vous allez en Chine. Il n'y a pas de critères. Sous couvert que en Chine, on ne fait pas de politique. Mais ce n'est pas vrai. En Chine, je suis désolé, je ne veux pas attaquer la Chine. Hein, la Ouais, question n'est ouais. pas là. La question n'est Non, pas non, là. on Je suis est en dans la train logique de économique. réfléchir juste. Vous comprenez? Si moi, je peux obtenir des commissions de 30% en Chine et que par ailleurs, je peux ouvrir dans les zones économiques spéciales des comptes offshore, mais la situation est encore pire Hmm. que la situation actuelle avec l'Occident. Parce que nous sommes dans un contexte où il n'y a pas du tout de droit. On est dans l'arbitraire absolu. Ce n'est pas jouable. Donc, il ne faut D'accord. pas que les BRICS tombent dans ce panneau. Et pour Mhm. le moment, je n'ai pas vu de réflexion. Je ne vois qu'une réflexion alternative à l'impérium ou à l'impérialisme américain. Ce n'est alternative C'est dans en le fait, sens c'est le où travail que fait actuellement le conseil justement que vous avez cité de M. Poutine, Sergei Glaziev, qui lui table sur la question d'abord de développer sur le plan physique et de créer les richesses, d'industrialiser, de créer les richesses à échanger. Et lui, il pense que la question de la monnaie viendra comme une dernière étape pour faciliter les échanges. vous savez, je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà. Et c'est d'ailleurs, honnêtement, moi, je n'ai pas lu grand-chose de lui, hein, mais les 2 articles que j'ai lus de lui en français, franchement, c'est la première fois que j'ai eu de la respiration intellectuelle parce que j'ai trouvé qu'il y avait de la réflexion économique. J'ai Mhm. vu des articles chinois de très haut niveau, mais ce ne sont pas des réflexions alternatives, ce sont des réflexions de pousse-toi que je m'y mette, c'est-à-dire je veux prendre ta place, moi, D'accord. l'Occident.
Et il n'y a pas du tout cette réflexion sur le changement de la modalité de fonctionnement. Parce que les libertés fondamentales, les biens communs de l'humanité, c'est quoi? C'est les ressources Mhm. naturelles, bien sûr, mais aussi c'est les ressources humaines, l'eau. Donc, ces biens doivent pouvoir circuler. Pourquoi? Parce que la population va là où il y a de l'eau, ou l'eau doit aller là où il doit y avoir de la population. D'accord? Et les ressources, idem. Pour qu'elles puissent circuler convenablement, il faut qu'on puisse les valoriser. Si on n'arrive pas à les valoriser convenablement, la circulation ne se fait pas dans tous les sens. Et donc, on a une fixation. Par exemple, la Chine n'a pas réfléchi comme le Japon l'a fait. Le Japon, à l'époque, avait dit, moi, je ne peux pas devenir un pays d'émigration. Donc, je préfère sortir mes industries. Et le Japon a opté pour l'industrialisation de son hinterland. Donc, tout ce qu'on a vu comme développement de la Corée du Sud, qui était un ancien pays ennemi quand même, hein, de la Thaïlande, enfin d'un certain nombre de pays, ce sont les Japonais qui ont décidé d'aller vers les ouvriers plutôt que de ramener les ouvriers chez eux, à la différence du calcul qui a été fait par les Européens. Et on voit que malgré toute l'expérience, on va dire, négative de l'immigration, bah, les Allemands ont continué à attirer des gens après la guerre, après, on va dire, les printemps arabes, puisqu'ils ont ramené des millions de Syriens chez eux au lieu d'aller en Syrie et de contribuer à la stabilisation de la Syrie. Donc, cette réflexion n'existe pas en Chine parce que la Chine est un pays qui a progressé tellement vite qu'ils n'ont réfléchi jusqu'à aujourd'hui qu'à la croissance interne et au noircissement de la matrice industrielle chez eux. Sur ce plan-là, ils ont été incroyablement efficaces. Il y a une matrice interindustrielle qui a été bien noircie, c'est-à-dire qu'ils remplissent toutes les fonctions de la matrice. Ils ont une politique de puissance technologique extraordinaire, une politique de puissance financière, mais ils n'ont pas réfléchi à la fluidité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontières. Et pourtant, les Chinois devraient être en avance là-dessus, parce que la muraille de Chine, en fait, il y a plusieurs murailles de Chine hein, dans le passé, et il n'y en a pas une. Est-ce qu'elles ont empêché les hordes, entre guillemets, Ouais, de venir et d'occuper Pékin? Mais jamais. Or, ils n'ont pas réfléchi à ça. Mais on va être 2 milliards d'Africains. Qui va retenir cette population? Si on ne crée pas de la valeur sur place, personne. absolument. Aujourd'hui, elle va en Europe, mais demain, elle ira en Chine. Une dernière question quand même que j'aimerais bien que vous expliquiez à nos auditeurs. Cette histoire-là de dédollarisation, est-ce que c'est vraiment quelque chose comment dirais-je, de sérieux, qui peut se réaliser à court terme, ou le dollar, il est encore là pour une bonne partie des années à venir, et en particulier cette question pour l'Afrique, qui n'a pas de monnaie, donc comme vous l'avez dit à juste titre, les pays n'ont pas de monnaie souveraine, vraiment, et de développement. Donc, in fine, ils sont dépendants du dollar et de l'euro. Donc, est-ce que cette histoire-là, vous voyez que quelque chose Écoutez, ouais. vu l'endettement américain qui est plus que colossal, de 100 000 milliards de dollars, une dédollarisation brutale signifierait une catastrophe absolue de l'humanité. Hein. Ouais, Parce à l'échelle pourquoi? internationale. Euh, Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui, si vous valorisez l'Américain tel qu'il devrait l'être aujourd'hui, selon sa production réelle et selon son poids dans le monde, il faudrait diviser le pouvoir d'achat par 6, si ce n'est par 10. Aucun être humain n'accepte une telle perte de pouvoir d'achat. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va faire la guerre. Or, aujourd'hui, il ne peut plus gagner de guerre. Déjà, il n'en a jamais gagné. Donc, la seule guerre qui lui reste, c'est le champignon atomique. Mhm. Donc, attention, la dédollarisation doit prendre beaucoup de temps. De toute façon, elle est là, la dédollarisation, puisqu'il n'y a plus le monopole. Dès le moment où vous n'avez plus le monopole, ben, vous n'êtes plus dans une économie mondiale dollarisée. Donc, elle est de fait, la dédollarisation a commencé. De fait. De Mhm. fait.
la question, la responsabilité russe, elle est énorme aujourd'hui parce que, d'une certaine façon, ils ont déjà gagné la guerre d'Ukraine dès le premier jour. Parce que le rouble a pris de la valeur, parce que l'énergie a pris de la valeur, parce que Graziev et compagnie ont très bien réfléchi, la Banque centrale a bien géré, etc. Je dirais que dans leur responsabilité mondiale, les Russes par rapport à la Chine, pour qu'elle ne devienne pas trop forte par rapport au reste du monde, il faut que la guerre d'Ukraine dure le temps que les États-Unis absorbent l'idée qu'ils ont perdue et dure le temps qu'ils acceptent de s'asseoir à la table de négociation pour trouver un équilibre qui ne soit pas l'effondrement de l'Occident. Parce que l'effondrement, encore une fois, c'est une catastrophe. Vous savez, un animal blessé, il est prêt à tout. Aujourd'hui, les États-Unis n'ont pas conscience de leur niveau de faiblesse. Donc, dans ce cas de figure, c'est au fort d'aider le faible à prendre conscience tout en n'allant pas jusqu'au bout de la prise de conscience de sa faiblesse, tout en gardant l'illusion qu'il fera partie des grands. Donc, il faut dédollariser, mais par étapes. C'est un enjeu pour les échanges de matières premières, parce que la puissance américaine reposait sur la capacité de nuire militairement, mais sur le contrôle des mers, hérité de la philosophie anglaise, et le contrôle des matières premières. Les deux allons de pair. Si je contrôle les mers, donc je contrôle toutes les matières premières, parce que tout le monde doit me payer le prix de la libre circulation des matières premières, notamment le pétrole, parce que c'est l'économie, ce n'est que d'énergie. Hein. Il ne faut jamais oublier que l'économie, c'est de l'énergie. De l'énergie transformée. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ils ne contrôlent plus. D'abord, l'idée chinoise de la route de la soie, c'est qu'on ne passe plus par la mer. L'idée russe, l'idée chinoise est une idée horizontale. L'idée russe de route verticale, idem, c'est on va contourner l'étranglement par la mer, notamment tous les tubes. L'idée américaine de détruire le Nord Stream, évidemment, c'est ça là, c'est que je veux garder le contrôle. Vous ne pouvez pas passer outre. Mais c'est une idée du passé. Parce qu'un tuyau, ça se remplace vite aujourd'hui. Ce ne sont pas des technologies de pointe. Oui. Donc, aujourd'hui, la dédollarisation est un fait accompli. Elle n'est pas totale. Elle se fait petit à petit. On voit bien que, par exemple, la Russie aurait pu exiger immédiatement qu'on la paye en or, qu'on la paye en russe convertible. Ça signifie quoi qu'on paye en russe convertible? Ça signifie que n'importe qui achèterait en Russie, même indirectement en passant par l'Inde pour le pétrole, est obligé d'aller emprunter à la banque centrale russe, donc d'accepter de payer des intérêts aux Russes, parce que quand vous empruntez, il y a des intérêts, pour pouvoir acheter du russe et de continuer à emprunter pour pouvoir rembourser la dette en russe. Donc on rentre dans le système qu'ont créé les anglo-saxons. Les Russes ne l'ont pas fait par sagesse. Ils ont commencé à dire on exige, on va en rouble, puis ils ont inventé des solutions intermédiaires pour sauver la face de tout le monde. Et puis parce que, est-ce que c'est intéressant pour les Russes d'être valorisés à leur valeur réelle? Non. Tant qu'ils sont sous-valorisés et qu'ils peuvent jouer un peu avec le taux d'intérêt, ils ont encore beaucoup de marge devant eux. Les Chinois ont moins de marge parce qu'ils sont valorisés déjà à leur valeur réelle. Ce n'est pas le cas des Russes, qui ont beaucoup plus de marge encore. Et puis les Russes ont besoin aussi de profiter de la période, non pas pour moderniser seulement leur industrie militaire qui est déjà assez bien avancée quand même, hein, mais aussi de noircir un peu plus leur matrice dans les domaines où il y a quelques faiblesses normales. Bon. Donc, vous voyez, c'est une période qui est une période intéressante sur le plan de la restructuration industrielle mondiale. Et donc, la dédollarisation doit être la plus soft possible pour amener un nouvel équilibre mondial à une négociation, non pas dans le cadre de l'OMC ni de l'ONU, parce qu'à mon avis, tout ça est obsolète. Donc, ce sont des instruments, à commencer par l'ONU, par la Banque mondiale, etc., qui ont été mis en place
on va dire, pour donner une existence internationale à la domination. Mhm. Donc, il faut D'accord. changer totalement de structure. Ben, je vous remercie, Monsieur Haj Nasser, pour cet entretien passionnant. J'espère vous retrouver dans un autre entretien sur un autre sujet très prochainement. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci beaucoup pour votre patience.